nous sommes heureux de retirer figure au cercle de généalogie juive, de CGJ. Dans ce lieu, le mémorial de la Shoah, nous accueille et nous le remercions bien chaleureusement pour nos conférences mensuelles. Le lien entre la vocation du mémorial et les activités de notre secte est un lien qui fait sens et qui résonne aussi ce soir particulièrement avec le thème de votre conférence, le rentier. Vous êtes docteur en histoire, un thèse sur la répression allemande dans le nord de la France, 1940-1944. C'est bénéficiaire du prix Jacques Rosenberg de la Fondation Auschwitz 2012. Vous êtes membre du comité scientifique et pédagogique de la Fondation de la Résistance, également président du comité scientifique et de renouvellement muséographique du mémorial de déportation et d'internement de Bruxelles et Royaume-Uni. Et vous travaillez depuis 2013 à la Coupole. La Coupole qui est le centre, qui est un lieu d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais. C'est situé à Saint-Omer, et vous avez été le directeur scientifique du programme de recherche sur les 2000 déportés, les 9000 déportés de France passés par le camp de Mittelbau-Dora et les commandos entre 1943 et 1945. Et là encore, il y a un lien entre le lieu, la coupole et le thème de recherche, puisque la coupole est installée dans un ancien bunker nazi destiné à envoyer les fusées V2. Et ce sont des déportés du camp de Dora qui fabriquaient ces fusils. Et nous vous invitons ici pour que vous nous parliez de l'histoire et de la mémoire de la déportation juive au travers des recherches que vous avez menées. La recherche qui a abouti à un livre mémorial, un livre très impressionnant, qui est destiné à la fois aux chercheurs et aux familles, parce que vous nous en parlerez, vous les remettez gracieusement aux familles, aux descendants, quand vous pouvez les c'est à vous. Aussi. Bonsoir à tous. Merci à l'association du Cercle de généalogie pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici avec vous au mémorial de la Shoah. Je veux remercier les personnes présentes, il y a aussi les membres des familles déportées de Dora qui sont là. Alors, certaines, j'ai eu l'occasion de m'entendre sur le camp de Dora, mais à l'invitation de l'association ce soir, on a choisi une thématique un petit peu plus définie. Et c'était intéressant de voir qu'au camp de Dora, il y avait, comme l'avait écrit André Sellier, dans le camp de Dora, il y avait des peuples à Dora. Et notamment, les déportés juifs faisaient partie de ces différents peuples de Dora. Et quand on s'intéresse au parcours de ces personnes dans le camp de Dora, on va voir que ça apprend un certain nombre de choses à la fois sur le fonctionnement du système concentrationnaire et les liens qu'il peut y avoir aussi avec la mise en place de la solution. Quelques mots, vous l'avez présenté brièvement, mais j'avais prévu deux images. Je vous ai mis quelques documents aussi à l'entrée, sur la coupole, si ça vous intéresse de venir visiter un jour, de venir voir le lieu. C'est aussi le dépôt des archives d'un grand nombre de déportés de Dora, notamment de l'amicale Dora qui avait choisi de déposer ses archives à la coupole parce qu'elle pensait que c'était cohérent. Parce que la coupole, avec ses tunnels froids et humides, ce site souterrain, a rappelé à tous ces déportés survivants les conditions du camp de Dora, ce souterrain, et évidemment le lien, vous disiez, le lien avec l'histoire de ces fusées faisait que pour ces personnes, c'était important que leur mémoire soit conservée ici dans le Pas-de-Calais et pas. Je vous ai mis aussi le livret sur le projet, sur le livre, mais on y reviendra peut-être à la fin, notamment cette démarche et l'engagement de l'éditeur qui nous permet en effet aujourd'hui de remettre un exemplaire numéroté de cet ouvrage à chaque famille déportée de Dora que nous pouvons identifier et rencontrer.
C'est ce qu'on fait un peu partout. On a rencontré ces familles un peu partout en France à l'occasion de cérémonies de présentation de l'ouvrage et de remise. Et ça montre toujours lieu avec vraiment assez fort et intéressant. Alors, je vous ai mis quelques images. Donc, voilà, le site porte son nom de cet immense dôme que vous voyez, un dôme de béton qui fait 70 mètres de diamètre, qui fait 55 000 tonnes de béton armé. Et ce dôme, cette coupole de béton, était en fait destinée à protéger des bombardements aériens le cœur de l'édifice, c'est-à-dire une salle de préparation des fusées V2 avant leur acheminement vers l'extérieur pour être tirés depuis deux pas de tir, évidemment dirigés sur le. Alors, le site n'a jamais été utilisé, il a été abandonné par les Allemands au moment de l'arrivée des Alliés en juillet 1944. Mais c'est le site qui a été choisi dans les années 90 pour installer dans cette région du nord de la France un centre d'histoire et de mémoire où serait développée l'histoire de ces fusées, avec évidemment tous les paramètres qui renvoient à l'histoire de ces fusées, depuis le camp Dora jusqu'à l'histoire de la conquête spatiale, parce qu'il y a évidemment ce lien. Et puis aussi, lieu où on explique l'histoire de cette région si particulière pendant l'occupation, région qui était coupée du reste de la France, rattachée à l'administration militaire de Bruxelles, avec beaucoup de spécificités dans son occupation, dans son engagement dans la résistance. Beaucoup de choses à apporter. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce lieu. Voilà le centre d'histoire, le musée qui développe ces deux thématiques, Nord-Pas-de-Calais et les conquêtes de l'espace et camp Dora, est installé sous dôme. Et évidemment, pour accéder à dôme, on traverse ces galeries souterraines qui ont été un peu laissées dans l'état pour que le visiteur se rende un peu compte de ces conditions particulières. Et puis ce centre de documentation qui a été inauguré en 2016 et qui porte le nom de Jacques Brun. Jacques Brun qui était une figure importante de l'amicale de Ralrich, l'architecte de la mémoire. Et dans ces cartons sont conservées une partie des archives qui ont été utilisées notamment pour écrire ces histoires et écrire ce livre. Alors, j'en viens à un autre sujet de ce soir, plus particulièrement, qui s'intéresse justement à déportés juifs passés par ce camp. Le programme de recherche, comme vous le disiez, qui a été lancé en 2005, qui visait à identifier pour la première fois les déportés de France, originaires du contexte français, passés par ce camp de Dora et ses différents commandos, ces camps annexes qui vont être attachés à ce camp à partir de 1944. Il y avait plusieurs objectifs. Il y avait d'abord un objectif mémoriel. Il s'agissait pour la première fois de pouvoir inscrire dans une sorte de monument, un monument de papier et les noms de ces personnes. Il y avait un objectif aussi historique. Il s'agissait d'apporter un complément aux travaux qui avaient déjà été menés auparavant, notamment par André Sellier et des travaux menés à la coupole, parce que si le livre d'André Sellier, qui est publié en 1998, fait une histoire assez complète du camp, une recontextualisation du camp, il porte aussi un constat assez troublant en 1998, le fait qu'on est toujours incapable de savoir exactement combien de déportés de France sont passés par ce camp, d'où ils étaient originaires, pourquoi ils avaient été arrêtés, combien étaient morts là-bas, et ce qui était devenu éventuellement les sujets. Donc c'est un véritable engagement, et puis un petit peu comme un défi financé à la coupole en 1998, l'idée de réaliser ce dictionnaire biographique qui, vous voyez, mettra 20 ans à voir le jour, tant la difficulté, les recherches ont pris du temps. Au sein de ces 9000, on a identifié différentes catégories de populations originaires de France, et notamment le fait que cette mémoire, ces 9000, elle rassemble les différentes mémoires de la déportation qu'on connaît en France. Alors, très majoritairement, la mémoire de la déportation des politiques et des résistants. Dora, Montauban est un camp d'hommes, de déportés politiques très majoritairement. Mais on a pu s'apercevoir que, du fait des circonstances de la guerre, des événements particuliers du conflit, une partie des Juifs déportés de France, alors une toute petite partie, mais des Juifs déportés de France dans les convois de la Shoah, se sont retrouvés dans ce camp de Dora. Et puis, il y avait aussi évidemment une population juive étrangère aussi à Dora, qui présente aussi certaines particularités, et c'est ce qui m'a intéressé aussi dans ce camp. Comment est-ce que cette population juive à l'intérieur de cette population, qui va évoluer entre 1943 et 1945, elle éclaire un peu plus
les enjeux de la déportation pour les nazis, pour la SS, et puis tous les facteurs qui entrent en compte, notamment, on va le voir, le facteur économique de production d'armement, et puis toujours ce caractère évidemment au cœur du nazisme, le rapport idéologique et raciste. Donc, rapidement, un bilan, ces déportés juifs originaires de France et passés par le camp, au milieu de ces 9000 personnes, ils représentent à peine 3% de ces 9000 personnes. Donc, vous voyez que c'est évidemment un effectif très sous-représenté par rapport aux autres catégories, je disais très majoritairement des déportés politiques et des résistants. Mais malgré tout, nous avons pu identifier plus de 200 hommes et 7 femmes qui sont originaires du contexte français, qui sont arrivés à Dora, dont 186 sont partis dans les convois de la Shoah, principalement depuis le camp de Drancy vers le camp d'Auschwitz. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces personnes sont parties dans 36 convois différents, sur les 79 qui sont recensés au départ de France, et près de 2 sur 10 sont même partis dans les transports de 1942. On voit que ce sont des personnes qui ont parfois passé 2 ans et demi à Auschwitz avant d'arriver à Dora au mois de janvier 1945. À signaler aussi, là encore, le caractère particulier de la région Nord-Pas-de-Calais. 3 juifs arrêtés dans cette région et qui, eux, ne transitaient pas par le camp de Drancy, mais je vous disais, rattachés à la Belgique, transitent par le camp de Malines, en Belgique, qui est l'équivalent de Drancy, mais pour les Belges et les gens du Nord-Pas-de-Calais, qui vont donc connaître Auschwitz et Dora. Alors la question c'est, Dora, ce camp, j'ai écrit, camp des armes secrètes, d'abord pour installer la production des fusées V2, puis la production centralisée à la production des bombes volantes, qui verra le développement d'un véritable complexe militaro-industriel de production d'éléments stratégiques importants pour la guerre et pour le Reich. Un lieu où le rapport économique est poussé à son paroxysme dans l'utilisation des détenus. On se demandera comment peuvent jouer les préjugés idéologiques et raciaux nazis dans ce qui constitue véritablement une gestion des ressources humaines à l'intérieur de ce camp. La présence et l'utilisation économique des Juifs à Dora est à la croisée entre l'idéologie raciste et le cynisme des managers. On est vraiment là sur des hommes, que ce soit les ingénieurs, les scientifiques nazis ou les SS qui vont organiser le fonctionnement de ce camp. On est véritablement sur une politique de gestion de ces hommes et de ces ressources humaines. Peut-on considérer Dora comme un maillon de la chaîne d'application de la solution finale? C'est un peu la question qu'on va se poser au cours de cet échange. Alors, dans un premier temps, je voudrais revenir sur l'histoire du camp de Dora parce qu'il me paraît important de revenir sur les 3 grandes périodes de l'histoire de ce camp. Et je m'intéresserai évidemment à la question de la population juive pendant ces 3 périodes. Et puis, dans un deuxième temps, voir comment est-ce que ces juifs à l'intérieur de ce camp et de ce système vont être utilisés. Et vous verrez que c'est assez parlant de la manière dont les SS vont considérer ces personnes à l'intérieur de ce camp de concentration, qui n'est évidemment pas un centre de mise à mort ou un lieu d'extermination, mais on reviendra non plus sur un lieu d'extermination par le travail forcé et par les conditions de détention. Alors, la création du camp de Dora, qui j'ai toujours un peu de mal à parler de camp de Dora au moment de la création, parce qu'en fait, la particularité de Dora, c'est justement au moment de l'installation de ce lieu en 1943, à la fin de 1943, il n'y a pas de camp installé, préparé pour pouvoir accueillir les milliers de détenus qui vont y être envoyés. Ce camp, la mise en œuvre est confiée à Hans Kammer, qui est qu'on surnomme le manager de la mort. Kammer, c'est lui qui a été chargé déjà de l'installation et de la mise en place des chambres à gaz et des fours crématoires à Auschwitz. Donc c'est un organisateur, c'est un planificateur de mort en particulier. Et on se tourne vers lui pour la création de ce camp qui est une sorte d'ovni un peu dans le système concentrationnaire, puisque la création de ce camp, à la fin de 1943, intervient dans un contexte particulier, celui d'un renforcement des bombardements sur l'Allemagne, des bombardements notamment des sites de production des armes, et c'est le cas pour Dora avec le bombardement du centre de recherche de Peenemünde sur la Baltique, centre de Peenemünde sur la Baltique, là où ont été mises au point ces fusées V2 pendant l'entre-deux-guerres, et surtout là où déjà des déportés du camp de Buchenwald avaient été envoyés au printemps 1943, majorité de Français, on voit du juin 1943 par Compiègne, pour, dans une usine, commencer la production de ces fusées V2.
Et un événement vient casser les projets nazis, les projets de la SS et de ses scientifiques qui sont réunis à Fenemun. Le bombardement du site de production par les Britanniques à la mi-août 1943, qui oblige les Allemands à trouver un autre lieu, et surtout un lieu protégé, souterrain, enterré, dans lequel on va pouvoir installer cette fusée de production des fusées. Alors, comme je vous le disais, les premiers détenus qui ont été affectés à la production venaient du camp de Buchenwald, donc on va très vite choisir et essayer de trouver un lieu qui est à proximité du camp de Buchenwald, puisque le camp de Buchenwald va devenir un camp souche, une espèce de réservoir de main-d'œuvre, dans lequel on va aller chercher cette main-d'œuvre pour tout d'abord installer cette usine. Donc, on va se rappeler que dans la région de Nord-Dozol, à moins de 80 km au nord de Buchenwald, se trouvent deux anciens tunnels parallèles, l'entrée du tunnel B, deux anciens tunnels gigantesques qui font 2 km de long. Représentation graphique ici de ces deux tunnels parallèles, deux tunnels de 2 km qui sont reliés par 48 galeries transversales qui font 150 mètres de long. Ce sont des tunnels désaffectés qui ne servent pas depuis le milieu des années 30. Évidemment, il faut imaginer que dans ces galeries, il n'y a rien pour accueillir les détenus. Aucune installation, pas d'eau, pas d'électricité, il fait une température constante de 12 degrés, 80% d'humidité. Et malgré tout, du fait de la priorité donnée à la production de ces fusées qui deviennent un enjeu stratégique majeur pour les SS et pour le Reich et pour Hitler en 1943, ce sont les armes qui doivent permettre à Hitler de retourner le cours de la guerre et essayer de gagner la guerre. On ne va pas perdre le temps de construire un camp de baraques tel qu'on le connaît, avec une clôture dans laquelle on va pouvoir héberger ces détenus, mais on va les loger directement dans cette partie souterraine, dans ces galeries, que les déportés vont appeler eux-mêmes les dortoirs ou les claquets, et dans lequel, pendant les 8 premiers mois d'existence de ce camp, vont être logés continuellement près de 5000 détenus en équipe de jour et de nuit. C'est savoir que les équipes qui travaillent le jour remplacent les équipes de nuit dans des paillasses qui sont bourrées de fermines. Il faut enlever les corps des morts de la nuit le soir quand on arrive. Enfin, c'est une période qui va coûter la vie à près de 6000 prisonniers de Dora pendant les 8 premiers mois. C'est cette période que les déportés vont appeler l'enfer de Dora, qui est une période particulièrement meurtrière parce que la priorité, c'est d'installer cette usine. Dans toute cette première partie, on va installer l'usine de montage des fusées Bellus. Pendant cette première période de l'existence de ce camp, c'est-à-dire l'effectif moyen de ces gens tourne autour de 10 000 détenus en permanence, entre septembre 1943 et le début de l'année 1944, on remarque que les Juifs sont très peu nombreux. Les nationalités, alors je ne fais pas la gamme entre Juifs et nationalités, évidemment, mais par contre les SS le font bien dans les documents, mais les groupes, ces peuples qui sont majoritairement représentés, ce sont d'abord les Russes, au sens évidemment Union soviétique de l'époque, on voit beaucoup de soviétiques, les Polonais en deuxième ordre, et au troisième rang des nationalités, c'est pas un hasard, les Français qui arrivent massivement depuis le camp de Compiègne, depuis le mois de juin 1943 jusqu'à la fin du mois de janvier 1944. Ce sont près de 5000 hommes qui vont être affectés pendant cette période à Dora, et beaucoup vont y mourir du fait des conditions de détention. Mais pendant cette période, la part des Juifs est extrêmement faible. Ce qui s'explique aussi par le contexte de l'époque. On est encore à l'avant d'un tournant qui va nécessiter l'envoi de davantage de Juifs d'Auschwitz vers ces camps de concentration pour être utilisés en main-d'œuvre servile dans ces différents lieux. Alors, quelques images clandestines. Le travail, c'est essentiellement du travail de creusement de galeries, de terrassement dans des conditions dramatiques. Et puis ensuite, il faudra installer les machines, souvent à bras d'homme, dans cette usine pour arriver à cette usine, une usine ultra-moderne de production de ces fusées. Ce sont des images en couleur qui ont été prises par un des photographes d'Hitler au mois de juillet 1944. Alors évidemment, ces images ne montrent pas toute la réalité, notamment la violence qui règne à l'intérieur de ces galeries, mais elles vous donnent un aperçu de cette chaîne de montage gigantesque de fusées. Les fusées commencent à sortir au mois de janvier 1944, même si elles sont encore loin d'être au point et qu'elles ne pourront pas être utilisées avant le mois de septembre 1944, mais la production démarre. Et on va rentrer à ce moment-là dans une deuxième phase de l'histoire du camp de Dora. Je vais un peu vite. Cette période où ce lieu... Alors d'abord, l'ASS donne enfin l'autorisation de construire un camp de baraquement à l'extérieur. Les détenus vont... Ce
sensiblement améliorer les conditions de détention de ces détenus. Mais surtout, pour les SS, la production de cette usine marque un véritable succès et elle va engendrer le développement, la création, le lancement de toute une multitude de chantiers extérieurs nouveaux, de creusement de galeries, d'aménagement de tunnels pour enterrer la production aéronautique, stratégique, militaire du Troisième Reich. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'on va voir commencer à arriver les premiers juifs d'Auschwitz directement à Dora. C'est au mois de mai 1944 et au mois de juillet 1944 qu'on voit arriver plusieurs milliers de juifs qui sont sélectionnés sur la rampe d'Auschwitz, eux, pour être affectés au travail. Et on voit arriver ces juifs, principalement et même quasiment exclusivement des juifs hongrois. Vous savez qu'au printemps 1944, c'est au moment après l'invasion de la Hongrie par les troupes nazies, on entame la déportation et l'extermination des 500 000 juifs de Hongrie qui jusque-là avaient été relativement protégés. Et du fait des nécessités de la guerre pour le Reich et des besoins du ministère de la guerre, de Speer et des liens avec la SS, on va sélectionner de plus en plus de juifs en capacité de travailler pour les envoyer dans ces camps de concentration. Et donc, ces juifs transitent par Buchenwald et une partie est envoyée à Dora pendant cette période. C'est à ce moment-là qu'on voit arriver un peu plus massivement les juifs, même si leur proportion reste malgré tout assez faible par rapport à la population du camp, puisque on a des bilans de la présence de ces personnes et on sait qu'au 1er novembre 1944, il y a à peu près 32 000 détenus au camp de Dora et la part des juifs dans ces détenus ne représente que 3,6%. Donc c'est encore une population qui est extrêmement minoritaire. Et puis, troisième période de l'existence de ce camp, donc je vous le disais, à partir du mois de mai 1944, on voit autour de Dora, je vous ai matérialisé ici le camp de Dora, on voit toute une série de chantiers, vous voyez, c'est le code B3, B13, B12, qui sont des chantiers de creusement pour l'installation de futures usines. On est dans les montagnes du Harz, en Thuringe. Il y a énormément de chantiers qui sont ouverts, notamment le camp d'Elrich, qui est ouvert au mois de mai 1944, qui dépend encore à ce moment-là de Buchenwald, mais on envoie de plus en plus de détenus dans des conditions dramatiques, avec un taux de mortalité très important dans ces différents lieux. Ce sont des conditions dramatiques. Et on va voir se juxtaposer autour de ce camp de Dora une quarantaine de chantiers comme ça, divers, de construction aussi de voies ferrées. Certains détenus sont affectés à l'installation d'une voie ferrée qui doit relier Nordhausen à Cassel pour permettre aux trains qui partiraient avec les fusées de rejoindre la Belgique et ensuite les régions du nord de la France où sont installés les sites de tir, en particulier la coupole. Donc, tous ces chantiers encore particulièrement meurtriers. Et ce complexe militaro-industriel, il prend une telle importance aux yeux des SS et de Kammler que la SS va prendre la décision d'en faire un camp de concentration, au même titre que les autres grands camps, Buchenwald, Dachau, ce que vous connaissez. Et à partir de ce moment-là, Dora va perdre sa tutelle administrative qu'il avait auprès de Buchenwald. Il change de nom, il devient le camp de Mittelbau, c'est un nom code aussi, comme Dora. Mittelbau, ça veut dire construction du centre, usine du centre. Construction du centre qui abrite l'usine Mittelwerk, c'est l'usine qui fabrique les fusées V2 à l'intérieur de ces tunnels de Dora. Et ce complexe de Mittelbau, donc, il va réunir et agréger l'ensemble de ces camps commandos qui sont réunis dans ce qu'on appelle le Mittelraum, c'est-à-dire cette espèce d'empire autour de Dora qui gravite sur une quarantaine de kilomètres à la ronde et qui rassemble ces différents chantiers, tous liés aux armes spéciales, aux armes V et aux productions stratégiques pour le Reich. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Mittelbau perd sa tutelle vis-à-vis de Buchenwald. Ça veut dire que le camp peut dorénavant recevoir directement des détenus en provenance d'autres camps de concentration. Jusque-là, tous les détenus qui arrivaient à Dora passaient systématiquement par le camp de Buchenwald, touchaient leur matricule, leur tenue au camp de Buchenwald. Parfois, le transfert se faisait très peu de temps après l'arrivée à Buchenwald, après une période de quarantaine de 3-4 semaines. Dorénavant, comme tous les grands camps de concentration, Mittelbau peut recevoir des populations envoyées directement depuis les autres camps du Reich ou d'ailleurs. Ça va expliquer alors, ce changement de statut et cette possibilité pour ce camp de recevoir ces populations. Ça va expliquer un bond dans l'effectif du camp parce que rien qu'au mois de janvier, entre la fin janvier 1945 et la mi-février 1945, vous voyez, en
moins de 3 semaines, très peu de temps, le camp de Dora voit sa population bondir de plus de 11 000 détenus. Et là, ce sont les conséquences des arrivées, des évacuations des différents camps de l'Est, alors, notamment Auschwitz, mais aussi le camp de Gross-Rosen, le commando de Rechlin, qui était un commando qui était situé sur la Baltique et qui dépendait du camp de Ravensbrück. Et on va voir ces 11 000 hommes arriver, souvent dans des conditions dramatiques. Hein, ce sont les convois des marches de la mort, les convois de découvert, on est en plein hiver. Beaucoup de ces convois arrivent avec des dizaines, voire des centaines de cadavres au moment d'arriver. Mais toujours est-il que près de 11 000 personnes, 11 000 hommes sont immatriculés en janvier ou février 1945, ce qui fait évidemment bondir de manière assez importante l'effectif du camp à ce moment-là. Je termine sur cette période qui est assez particulière parce que la troisième période, cette période d'existence du camp, en particulier à partir de 1945, elle voit aussi un regain de violence interne au camp qui est exacerbé, j'ai envie de dire, par rapport à avant. Pour plusieurs raisons. On va voir toute une série d'exécutions collectives, notamment de prisonniers soviétiques, hein, parce que la SS à l'intérieur du camp essaie de museler et de réduire à néant toute tentative d'organisation. Donc on va avoir des pendaisons successives. C'est au moins 130 détenus soviétiques qui sont pendus au mois de mars 1945. C'est aussi la résultante d'un changement de l'encadrement à Dora. C'est-à-dire qu'on va voir arriver au mois de janvier 1945 aussi une partie des SS de l'encadrement qui gérait le camp d'Auschwitz. Et ces personnes qui, évidemment, connaissaient un contexte particulier de violence à Auschwitz, arrivent à Dora et prennent en charge cet encadrement. Ça explique aussi ce regain de violence particulier. Alors, ce graphique qui me permet d'introduire ma deuxième partie, comment est-ce que va évoluer et comment est-ce qu'on peut analyser l'utilisation par la SS de cette population juive à l'intérieur du camp de Dora. Ce graphique qui vous montre, qui revient un peu sur ces évolutions de l'effectif, du nombre de détenus passés par le camp de Dora. Donc vous voyez un effectif qui est moyen, qui bouge peu entre la période de création du camp en 1943 jusqu'à la création effective du camp de Dora. Alors là, on voit un pic qui n'est pas réellement une augmentation de l'effectif, qui n'est pas due à une arrivée, mais c'est du fait de l'agrégation autour de Dora de ces camps qui sont rattachés à Mittelbau. Les camps d'Elrich, les camps d'Arzungen, qui comptent plusieurs milliers de détenus à chaque fois. Donc ces détenus-là, une fois qu'ils sont intégrés au camp de Mittelbau, sont intégrés dans l'effectif. Donc c'est pour ça qu'on voit cette augmentation de population. Et là, on voit les effets de la mortalité. Parce que si Dora va voir arriver pendant toute son existence un grand nombre de détenus, c'est un camp qui a la particularité du fait qu'on renvoie très très peu de détenus vers les autres camps de concentration. Ce n'est pas le cas ailleurs. On voit des échanges de détenus importants entre les camps de Mauthausen, de Buchenwald, entre les différents camps du Reich, sur toute la période. Dora, mais certainement parce que on est sur un projet secret, on est sur une arme secrète et qu'évidemment il ne faut pas communiquer sur ce qu'on peut faire à Dora. On voit très très peu, c'est extrêmement rare, de mouvements de départ de population vers les autres camps ou vers d'autres commandos. Les gens, une fois qu'ils sont dans le complexe Dora, vont rester dans ce système et évoluer dans les différents commandos qui sont rattachés à Mittelbau. Et puis, vous voyez ce pic, hein, ces 11 000 hommes dont je vous parlais pendant cette période qui voient les arrivées des évacuations des camps de l'Est. Ce sont 3 000 hommes qui arrivent d'Auschwitz, 500 femmes qui arrivent aussi, un convoi d'Auschwitz, et puis les arrivées aussi du camp de Gross-Rosen, hein, qui est évacué en février 1945, où là, on a une population majoritairement formée de détenus politiques polonais, mais aussi de résistants du nord de la France, des résistants belges. Et puis bien entendu, dans ceux arrivés d'Auschwitz, là on voit une majorité de juifs qui arrivent dans le camp. C'est à ce moment-là que la population juive à l'intérieur du camp de Mittelbau, elle augmente de manière assez importante, même si elle reste malgré tout largement en deçà des autres populations, notamment des autres peuples, notamment des Français. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est dans l'utilisation que va faire la SS à l'intérieur de ce camp des Juifs, et on va voir que, en fait, il va y avoir un certain frein idéologique de la part de la SS à l'utilisation de ces détenus, notamment pour des travaux qualifiés. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que
Parmi les détenus qui vont rester au camp même de Dora, à proximité de l'usine de production des fusées et des bombes volantes V1, très peu vont être utilisés, même si leurs compétences, leurs professions à l'origine qui sont connues par les archives qui arrivent au camp, qui sont connues des SS, ces détenus ne vont pas être utilisés dans des travaux qualifiés, notamment au montage des fusées, ou alors de manière très ponctuelle et peu importante. On s'aperçoit qu'à Dora, ces juifs, notamment les juifs hongrois arrivés au mois de juillet 1944 à Dora, ils vont être principalement utilisés dans des commandos de manutention, des commandos de transport. Là, on a une représentation de l'utilisation de ces juifs qui est faite par Léon Delard en janvier 1945, et on voit ces juifs hongrois qui sont affectés à un commando, une transport-colonne, ça fait partie des commandos les plus meurtriers. Ce sont ces commandos qui doivent, par tous les temps, de jour comme de nuit, décharger les trains de matériel avec les éléments de fusée qui arrivent de manière continuelle, les tôles, enfin, les réservoirs en alu, ces éléments immenses et lourds qu'il faut porter à bras d'homme et emmener à l'intérieur des tunnels, à l'intérieur de l'usine. Donc, on voit que ces déportés juifs hongrois, ils sont majoritairement affectés à ces tâches des fonctions sous-qualifiées et qui sont particulièrement meurtrières. Pour les autres, on va voir que, alors là, je vous ai mis, c'est une carte des évacuations des différents camps de l'Est, de Gross-Rosen, d'Auschwitz, et vous voyez que ce que je vous disais, Dora, ici Dora s'appelait Mittelbau, mais Dora fait partie des lieux choisis à l'intérieur du Reich pour évacuer ces populations de ces différents camps. Vous savez que l'enjeu pour les SS, une fois que les troupes alliées, soviétiques ici en l'occurrence à l'Est, mais c'est aussi vrai pour l'Ouest, une fois que les troupes soviétiques arrivent sur ces camps, l'enjeu pour les SS, c'est évidemment de conserver au maximum cette force de travail, avec toujours l'objectif de pouvoir continuer à produire pour l'effort de guerre, parce qu'il faut jusqu'au bout pouvoir assurer la victoire du Reich. C'est pour ça que quand Auschwitz est découvert par les troupes soviétiques le 27 janvier 1945, les Russes tombent sur seulement 7000 détenus et que les 70 000 détenus qui étaient à Auschwitz en janvier ont été évacués de manière quasiment intégrale vers les grands camps de l'intérieur du Reich, y compris jusqu'à Mauthausen en Autriche, vers Buchenwald, vers Dora et vers Bergen-Belsen. Dans ces arrivées du mois de janvier 1945, alors la liste n'est pas en très bon état, vous pouvez m'excuser, mais on voit arriver, donc je vous le disais, 3500 détenus d'Auschwitz, principalement des Juifs, pas uniquement, mais très majoritairement des Juifs. Et particularité, ça sera le seul cas dans l'histoire du camp de Dora, l'arrivée d'un convoi de femmes, qui arrive du commando de Brobeck, qui était un petit commando du camp d'Auschwitz. Et c'est 512 femmes, enfin les 512 qui arrivent vivantes au camp de Dora le 28 janvier 1945, sont enfermées pendant 2 jours dans un bloc à Dora, avant d'être pour la plupart transférées ensuite vers le camp de Bergen-Belsen. Et pour l'anecdote, parmi ces 512 femmes, on retrouve sur ces listes, alors, elle ne s'appelle pas Veil à l'époque, mais Simone Jacob, sa mère et sa sœur, qui transitent par ce camp quelques jours avant de rejoindre Bergen-Belsen, là où décédera sa sœur. Donc, parmi ces 512 femmes, de manière très majoritaire des femmes étrangères qui arrivent de tous les coins de l'Europe, on a réussi à identifier 7 femmes originaires du contexte français, déportées dans les convois de la Shoah. Alors, ces femmes ne vont pas être utilisées au travail, mais ça a beaucoup marqué les hommes de voir ces femmes et les voir dans quelles conditions elles avaient traité. Beaucoup des hommes, des résistants, des politiques avaient aussi souvent leurs propres femmes qui avaient été arrêtées, parfois pour résistance. Ils ne savaient pas trop ce qu'étaient devenues leurs femmes. Et voir ces femmes arriver au camp dans cet état en janvier 1945, ça a évidemment déclenché une prise de conscience aussi du danger et de ce qu'avaient pu subir leurs propres femmes. Certaines de ces femmes vont être employées, alors, pas parmi les femmes françaises, mais certaines des femmes étrangères vont rester au camp pour être employées comme secrétaires dans l'usine. Et puis, Dora étant devenue un camp de concentration comme les autres, Dora s'est dotée aussi de son propre bordel, comme tous les camps de concentration. Et certaines seront envoyées au bordel du camp. Et si on regarde bien, la majorité de ces juifs, de ces hommes qui vont arriver
soit les juifs hongrois arrivant au mois de juillet 1944, soit ces juifs de toute nationalité, dont à peu près 200 originaires du contexte français, hein, dont des Français, très peu vont rester au camp de Dora et ne vont pas, je vous le disais, vont pas être affectés à des travaux de spécialistes. Et en fait, on va les voir transférés vers ces commandos meurtriers dont je vous parlais. C'est ce que les anciens déportés ont essayé à appeler l'enfer renouvelé. En fait, c'est cette période de mortalité importante du fait des conditions de travail, des conditions de détention, qui a encore exacerbé en 1945, parce qu'évidemment, le Reich s'écroule et les conditions sont encore plus difficiles. C'est notamment le cas dans le commando d'Elrich, qui est un commando, je vous disais, créé au mois de mai 1944, où les détenus vont être hébergés dans des conditions dramatiques, dans une ancienne plâtrerie, avec un encadrement très très violent. Et juste pour vous donner un chiffre, Elrich, c'est environ 8000 détenus qui sont envoyés, donc une très forte proportion de Français. Hein. Vous voyez ici une page du mouvement d'effectifs du commando d'Elrich au mois de septembre 1944. On voit qu'on fait la distinction entre les nationalités. On voit que les Français arrivent au deuxième rang derrière les Polonais avec 1595 détenus, et cette population va continuer à augmenter. Et pour vous donner un état du bilan, Elrich, c'est environ 8000 détenus, vous voyez, en permanence, et c'est 85% de décès pour les déportés de France qui sont passés par ce camp. C'est un endroit de mort et de souffrance particulièrement important. Alors, Elrich, pour vous donner une représentation, pendant un an, la majorité de ces déportés vont avoir à creuser en permanence dans ces galeries, dans le Arch, dans le Kampstein, pour installer une future hypothétique usine de production aéronautique. Il faut vous dire que si Dora a commencé à produire ses fusées V2, et ces fusées seront envoyées sur l'Angleterre et sur la Belgique, Dora va aussi produire les bombes volantes V1 qui seront utilisées à partir de juin 1944. Mais l'intégralité de ces chantiers, de ces 40 chantiers qui vont être ouverts et destinés à produire des avions à réaction, de l'essence synthétique, aucun de ces chantiers n'arrivera à terme et aucune pièce d'avion, aucune goutte d'essence ne sera jamais produite. Donc c'est mort, ces gens sont morts vraiment pour rien sous la coupe des SS. Alors, c'est le cas notamment je vous ai mis un exemple parmi les histoires qu'on peut retrouver dans ces ouvrages de Jean Candel, hein, qui fait partie de ces juifs arrivés d'Auschwitz au mois de janvier 1945, qui sont immatriculés dans la série des 107 000. Lui, il a reçu le matricule 107 073 après son numéro tatoué à Auschwitz. Lui, il était ingénieur chimiste. Il a été déporté par le convoi 63 depuis Drancy, qui est un convoi de décembre 43, si ma mémoire est bonne. Et très rapidement, après son arrivée à Dora, après une très courte période de quarantaine, il est affecté très vite dans les galeries d'Elrich et il va y décéder dès le 7 mars 1945 à l'âge seulement de 39 ans. On rencontre d'autres lieux de travail, ces commandos, où la majorité de ces juifs vont être envoyés. Le commando de Blankenburg, Blankenburg, c'est une ville, hein, ces commandos sont installés à proximité des villes. Ça veut dire que ces déportés sont au contact de la population civile allemande en permanence à partir de la fin 1944 et du début 1945. Et évidemment, il est interdit de dire aujourd'hui que ces populations ne pouvaient pas savoir les conditions dans lesquelles étaient traités ces déportés, de quelle nationalité soient-ils. Donc le commando de Blankenburg, il est créé au mois de février 1945, hein, malgré le contexte de la fin de la guerre et le contexte de défaite évidemment du Reich un peu partout. On continue à lancer des projets, à créer des nouveaux commandos. Il est composé de 400 détenus qui sont essentiellement des juifs, hein, arrivés au mois de janvier 1945 et extraits du camp de Dora. Et là encore, il s'agit de creuser des galeries pour une installation souterraine prévue qui doit permettre d'installer une firme originaire de Magdebourg. C'est là où a été envoyé Christ Slasma, vous voyez, qui a été déporté dans le convoi 76, un convoi de juin 1944, parti de Drancy vers Auschwitz. Là, on voit, il a eu la chance d'être rapatrié. On voit, la photo est prise, le commando de Blankenburg, les détenus après une marche de la mort, sont libérés avec un échange, à la suite d'un échange avec la Croix-Rouge suédoise dans la ville de Lübeck. Et une partie de ces détenus sont libérés, transitent par la Suède. C'est à ce moment-là qu'est pris cette photo. Autre commando, un exemple, mais il y en a beaucoup. Vous avez ici une représentation de la famille Arditi et des deux frères, hein, que vous voyez aux extrémités en bas, Oscar et Léon Arditi, qui eux également sont arrivés à Dora au mois de janvier 1945 et repartent vers un commando nouvellement installé dans la ville d'Osterode,
Je cite un des deux frères a publié son témoignage, son écrit. Il travaille durant 3 semaines au creusement de galeries destinées à abriter une raffinerie de pétrole. Évidemment, le Reich ayant été privé des puits de pétrole de Roumanie, doit produire sa propre essence. On travaille sur de l'essence synthétique, on installe des nouvelles usines. Et il raconte les moments particulièrement pénibles à l'intérieur de ces galeries où il faut s'exténuer 10 heures par jour dans des galeries humides, entourées d'un nuage de poussière en raison de l'absence du système d'aération. Donc, ces conditions qui rappellent évidemment la période de Dora pendant ces premiers mois. Donc, on a voilà, une multitude d'exemples, c'est 200 parcours de vie originaires du contexte français qu'on a essayé de raconter de la manière la plus fiable et la plus détaillée à l'intérieur de ce livre. Alors, en guise de conclusion, parce que je vois que leur avance, si Dora a été le camp dit des armes secrètes, il participe dans les derniers mois de la guerre, on voit malgré tout le processus d'extermination des populations juives en Europe. En fait, si on regarde bien l'histoire du Troisième Reich, elle est toute en fait de sursaut, le fait de s'adapter à une situation nouvelle. L'évacuation et la destruction des centres de mise à mort qui étaient tous installés en Pologne à partir du mois de juillet 1944 et puis jusqu'au mois de janvier 1945, elle oblige la SS à s'adapter et à trouver un autre moyen aussi d'exterminer cette population juive qui va rester, malgré le contexte et malgré les enjeux militaires et stratégiques qui jouent jusqu'à la fin, l'extermination des Juifs va rester un enjeu et une priorité pour les nazis et pour les SS jusqu'à la fin et jusqu'à la prise de Berlin par les soviétiques. En fait, cette adaptation, elle va passer par l'utilisation de ces détenus juifs dans ces camps et affectés à des tâches particulièrement meurtrières. On l'a vu dans ces commandos de terrassement, de creusement de galeries. Pour preuve, si on prend le cas de Dora, on voit qu'à la fin de l'histoire du camp, au mois de mars 1945, la population, le camp compte environ 40 000 détenus qui sont répartis dans ces différents commandos. Les Juifs représentent à ce moment-là moins de 10% de l'effectif du camp. Et si on regarde leur taux de décès, ils représentent plus du quart des décès enregistrés pendant la période du camp. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la logique des SS, on va continuer à faire la différence entre les décès. Alors, vous n'allez pas voir beaucoup, il faudra me croire sur parole. On va continuer à la fin du mois de mars 1945 à faire la différence entre les morts dits ariens et les morts juifs. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une page d'un mouvement d'effectifs qui fait le point sur la mortalité dans le camp de Dora, uniquement le camp de Dora, le camp usine avec le camp, qui compte à peu près à ce moment-là 17 000 détenus qui travaillent principalement à l'usine et dans des commandos extérieurs. Et en fait, pour les mois de janvier, février et mars 1945, à chaque fois, l'administration SS du camp, ce sont des rapports qui sont envoyés à Berlin, encore en mars 1945, pour donner un état des fonctionnements du camp. Et on voit que dans ce système, à chaque fois, on fait la différence entre les morts ariens et les morts juifs. Et on voit à chaque fois que la proportion des décès parmi les juifs, elle est toujours beaucoup plus importante, alors qu'ils sont beaucoup moins nombreux à l'intérieur du camp. Et donc, on voit par la preuve, par le document, toujours cette volonté de continuer à exterminer ces personnes dans un cadre différent. On n'a pas de chambre à gaz à Dora, mais on les fait mourir du fait des conditions de travail. C'est un élément évidemment important à apporter parce qu'il montre que jusqu'à la fin, la volonté d'exterminer et l'utilisation de ces camps de concentration, on va voir arriver cette population juive depuis les camps de l'Est et le camp d'Auschwitz en particulier. Il va prendre un peu le relais de ces centres d'extermination et on va continuer à tuer ces personnes, mais cette fois du fait des conditions et par le travail. Et puis enfin, et notamment pour le camp de Dora, mais ça me paraît évidemment important de le rappeler, il faut se rappeler que l'histoire du camp de Dora, elle ne s'arrête pas en 1945, mais cette histoire, elle nous emmène dans l'histoire de l'après-guerre, en particulier dans l'histoire américaine de l'après-guerre, parce qu'il ne faut pas oublier que ces scientifiques qui ont
ont noué alliance avec la SS pour avoir à disposition ces détenus, pour installer le camp de Dora et ce camp qui a davantage produit des morts plutôt que des fusées et des engins de guerre. Ces scientifiques ont eu une vie après la guerre et ont été épargnés puisque très peu en fait ont été inquiétés ou jugés pour leur responsabilité dans ces crimes. Dora, 60 000 détenus sont passés par ce camp, à peu près un tiers de la population est décédée du fait des conditions à l'intérieur de ce camp, ce qui en fait un des camps de concentration proportionnellement les plus meurtriers de l'histoire du Troisième Reich. Eh bien, ces hommes, du fait de leurs compétences, du contexte de l'après-guerre, de la guerre froide, parce qu'il fallait pouvoir récupérer cette technologie des fusées, qui est à l'origine de tous les lanceurs d'après-guerre. C'est pas un hasard si aujourd'hui encore les moteurs de la fusée Ariane portent un nom qui commence par V. Il y a forcément une filiation avec ces armes V, avec les V1 et les V2. Ces hommes vont être récupérés par les différentes puissances alliées, les Russes, les Américains principalement, mais les Français aussi, on a une part de responsabilité. Et pour pouvoir utiliser ces compétences, développer des projets d'abord militaires et puis après civils, on va mettre une véritable chape de plomb sur l'histoire de ce camp, surtout sur le lien qu'on peut faire entre ces scientifiques, la recherche sur les fusées et le camp de Dora et les morts de Dora. Et on va interdire, notamment aux États-Unis, jusque dans les années 80, l'accès à une partie des archives du camp de Dora et surtout celles qui pointent la responsabilité de ces scientifiques. Donc ici, vous avez deux images assez emblématiques de cette histoire. Von Braun, l'homme qui a conçu la fusée V2, mais il n'était pas seul avec toutes ses équipes, à Peenemünde du temps de l'époque nazie. Et puis on le voit en 1961, au moment où le président Kennedy, en plein contexte de guerre froide et de lutte pour la conquête de l'espace, le président Kennedy vient lui confier la responsabilité du projet Apollo qui amènera en 69 les premiers hommes sur la Lune. Et comme Von Braun a réussi, on dirait quasiment l'intégralité de sa carrière, il a même réussi sa mort, j'ai envie de dire. Il est mort en 70 des suites d'un cancer, avant qu'on commence aux États-Unis notamment à se poser des questions sur la présence de nombreux Allemands dans les bureaux de la NASA, d'où venaient ces gens, et avant qu'on puisse comprendre enfin qu'il y a eu tout un processus d'acheminement, de manière illégale d'ailleurs, de scientifiques dans différents domaines aux États-Unis pour à la fois récupérer ses compétences dans différents domaines. C'est le cas évidemment dans le cadre de la question des lanceurs et des propulseurs pour les fusées, mais ça a été aussi le cas pour certains pseudo-médecins qui ont fait des expériences pseudo-médicales dans les camps, notamment certains médecins du camp de Dachau qui ont été utilisés après pour tester le LSD dans les troupes américaines au moment de la guerre du Vietnam. Enfin, on va voir toute cette population arriver aux États-Unis et des gens qui ne seront en vérité jamais inquiétés. Et cette volonté politique qui est vraiment portée par les Américains pour effacer ce lien entre l'histoire du camp de Dora et ses crimes, elle va aussi avoir des conséquences sur la mémoire de ce camp de Dora et le fait qu'aujourd'hui encore, la mémoire du camp de Dora et de ses déportés, elle est très largement oubliée par la mémoire collective. C'est un camp assez oublié, malgré les efforts des anciens déportés, des amicales aussi qui ont porté cette mémoire. Et c'était aussi l'objet de cet engagement pris en 1998 pour réaliser un dictionnaire biographique et essayer aussi encore de contribuer à sortir de l'oubli ces personnes et leur sacrifice pour la plupart, pour beaucoup qui s'étaient engagés pour libérer la France et qui sont malheureusement disparus dans ce camp de Dora, qui, encore une fois, a davantage produit des morts que des fusées et une arme qui aurait permis aux nazis de renverser le cours de la guerre. Je vous remercie. Laurent Thierry, c'est vraiment merci infiniment parce que la mémoire voulait être effacée. Grâce à vous, pour nous, ce soir, elle ne l'est pas. C'est vraiment merci beaucoup. Et c'est très intéressant pour nous tous, et je dirais tous ici, de famille juive, ou non. Et en tout cas pour nous tous qui nous intéressons à la généalogie, dans les camps, il n'était que des numéros. Dans les recherches généalogiques, ils ne doivent pas être que des noms. Il y a toute l'épaisseur historique que vous nous apportez. Merci beaucoup. Je crois que vous allez avoir Est-ce qu'on
peut. Est-ce que vous acceptez que ce soit filmé? Ah oui, bah, si Madame Ancelet est d'accord et que ça ne pose pas de problème. En fait, alors exceptionnellement, ce n'est pas une cérémonie de présentation et de remise de l'ouvrage aujourd'hui comme on en fait d'habitude, mais Madame Ancelet m'a demandé, et j'ai accepté évidemment très gentiment, exceptionnellement, de pouvoir remettre le livre numéroté en hommage à son oncle, René Potier, qui a été déporté et qui est... Venez, madame. Qui est décédé au camp d'Elrich. Alors, je vais j'ai sa photo. Voilà, René Potier, qui était né en 1889. Je vais vous lire un tout petit extrait de la notice qui est dans l'ouvrage. Madame, venez, rapprochez-vous, madame, prenez ma place. C'est à vous. Prenez ma place, madame.